Nouvelle édition de Journal sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Le sommaire. Fin de la 33e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires ce mercredi à Cotonou. Une rencontre qui a connu près de 300 participants. Résultats et conclusions, nous aurons donc la substance dans ce journal. Célébration ce mardi de la journée mondiale des volontaires à l'université d'Abomey-Calavi. L'événement s'est déroulé en présence du recteur Brice Saint-Saint. Et puis, état du secteur de l'énergie au Bénin, bilan et réforme. C'est le thème qui a été au cœur de la revue du secteur de l'énergie, exercice 2016. C'était ce mercredi à Cotonou. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. La 33e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires a pris fin ce mercredi à Cotonou. Au cours de cette réunion à laquelle ont pris part près de 300 participants, dont des représentants de gouvernements sahéliens et ouest-africains, des organisations intergouvernementales, des parlementaires, des responsables de la société civile et du secteur privé. Les résultats de la campagne agro-pastorale 2017-2018 ont été examinés. La situation alimentaire et nutritionnelle a été également analysée et durant donc cette rencontre. Au terme des travaux, une déclaration a été évidemment faite en guise de conclusion. Voici donc un extrait au micro de Laurent Roland-Tonekes et Damien Pedro. Les participants ont eu l'occasion de débattre et d'échanger leurs expériences sur les approches innovantes et territoriales de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils ont également fait le point sur la mise en œuvre, les enseignements et les bonnes pratiques de l'Alliance globale pour la résilience, AGIR, la deuxième évaluation externe de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires et la mise en œuvre de la stratégie de communication du réseau. La production céréalière globale est estimée à 68,3 millions de tonnes, supérieure de 4% à celle de la campagne dernière et de 13% à la moyenne quinquennale. Cependant, des baisses sensibles sont observées dans plusieurs pays par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes, notamment au Cap-Vert et en Mauritanie. La situation critique dans ces deux pays mérite une attention particulière. Au regard de la situation alimentaire et nutritionnelle, 5,2 millions de personnes sont en besoin d'assistance alimentaire. Ce chiffre pourrait atteindre 9,6 millions de personnes d'ici la soudure en juin-août 2018 si des mesures appropriées ne sont pas prises, en particulier pour faire face à la crise pastorale qui se profile. Au regard de la situation alimentaire et nutritionnelle critique au Cap-Vert et en Mauritanie, le réseau appelle la communauté internationale à soutenir les efforts déployés par les États concernés dans la mise en œuvre de leur plan de réponse. Les participants recommandent au gouvernement et à leurs partenaires de soutenir la mise en œuvre d'une gouvernance locale inclusive de la sécurité alimentaire et nutritionnelle fondée sur le dialogue et l'initiative des acteurs locaux, ruraux comme urbains. Les membres du réseau invitent les États et leurs OIG à investir dans la durée dans des plans volontaristes de développement et de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaire, en particulier les segments faibles ou manquants de la transformation agroalimentaire et de la distribution. Les membres du réseau conviennent que la 34e réunion annuelle aura lieu les 3 et 5 décembre 2018 à Banjul.
Pendant cette 33e réunion du réseau de prévention des crises agricoles, des communications ont été données par des participants. On va revenir ici sur des propos de quelques communicateurs. Il s'agit de Mariam Sow Soumaré de l'agence du MEPAD qui parle du réseau du programme de gestion des risques agricoles. Elle sera suivie de Terence Lasset qui parle quant à lui de West Africa Food Market Programme. À propos recueillis par Laurent Rourantonekes et Fréjus Sofiossi. Ce que nous comptons faire dans ce programme, c'est réellement de construire les fondations pour que la résilience permette aux pays de transformer leur agriculture et d'atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent. Pourquoi cette approche territoriale est importante? Parce que construire la résilience, ça veut dire essentiellement améliorer, transformer les moyens d'existence des populations. Or, les moyens d'existence des populations se déclinent à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est dans l'espace et dans le temps, en utilisant les ressources naturelles, en utilisant les saisons, que les populations arrivent à obtenir leurs moyens d'existence et à renforcer leur résilience. D'où donc une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Depuis 2011, ce que nous avons fait, c'est beaucoup de plaidoyer auprès des États, auprès des communautés économiques régionales. Nous avons fait beaucoup de plaidoyer également auprès des différentes parties prenantes. Et nous avons également, depuis 2013, fait un ensemble d'études, d'évaluation des risques dans 8 pays africains. Aujourd'hui, nous avons donc des études qui sont disponibles dans ces 8 pays-là et nous allons, à partir de 2018, entrer dans la phase opérationnelle où nous allons mettre en œuvre les solutions qui ont été identifiées. C'est un programme qui, en ce moment, comporte l'activité en 4 pays. C'est le Ghana, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Et ça comporte le soutien pour la production par les fermiers et la transformation par les entreprises de 4 céréales. C'est le cassava, le maïs, surtout pour les pays au sud, et le sorghum et le millet, surtout pour les pays au nord. Et la différence entre le programme que nous faisons et beaucoup des autres, c'est que nous représentons une combinaison d'actions pratiques pour augmenter la production, plus le travail avec les autorités, avec l'État et avec les instances régionales afin d'accélérer le commerce interrégional. Alors, nous sommes dédiés aux exportations, mais pas aux exportations en Europe ou aux États-Unis, mais aux exportations dedans la région, à l'intérieur du CEDEAO. Nous sommes en train de discuter avec les gouvernements en Afrique de l'Ouest, avec ECOWAS, avec CEDEAO, avec UMEA. Pourquoi pas améliorer notre coordination et coopération entre nous et comme ça, provenant de l'extérieur, les Britanniques, les Français, les Belges, les Néerlandais, les Allemands vont tous aider cette cause commune pour nous tous, parce que c'est beaucoup mieux s'il y a une Afrique de l'Ouest qui est pas seulement stable, mais avec prospérité et en croissance. Pourquoi pas? Contribuer au développement de l'aquaculture au Bénin et dans d'autres pays africains, c'est la raison qui a motivé la mise en œuvre du PROVAC, entendez, projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale. Après la réussite de la première phase, une deuxième phase a été lancée. Pour cette deuxième phase, il faut dire que certains pays ont été ciblés pour la mise en œuvre du dit projet. Les représentants des pays concernés et ceux du Bénin sont donc en atelier de 5 jours avec des experts japonais pour échanger sur le projet. Reportage. Les cadres des ministères de l'Agriculture, de la Pêche et les producteurs, représentants des pays cibles du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale phase 2, PROVAC 2, sont en atelier du 4 au 8 décembre 2017 au Bénin. Le PROVAC est une initiative de la JICA, agence japonaise de coopération internationale, qui vise à soutenir les actions contribuant au développement de l'aquaculture. Le PROVAC poursuit ses activités de la deuxième phase et pour le compte de la première année d'exécution, a programmé échanger avec quelques pays de la sous-région que sont le Cameroun, le Togo, l'Angola, la République démocratique du Congo,
le Congo et le Gabon, afin que l'approche de vulgarisation fermier à fermier puisse être appropriée par les acteurs de ces pays. Ainsi, la présence des représentants de ces pays concernés est une occasion d'analyser les possibilités d'application de l'approche fermier à fermier en s'appuyant sur l'expérience du Bénin. La première phase du projet a été mise en œuvre de 2009 à 2014. Cette deuxième phase a été lancée en février dernier et va durer 5 ans. Pour Doi Masanori, chef d'équipe des experts japonais du PROVAC 2, l'aquaculture en Afrique est comme un nouveau moyen de subsistance en milieu rural. Le système de vulgarisation appelé fermier à fermier introduit au Bénin est pour la première fois appliqué en Afrique. En général, l'aquaculture en Afrique est comme un nouveau moyen de la politique de ce système et d'enseigner à des pisciculteurs ordinaires des techniques de base d'élevage de poissons par le biais des pisciculteurs clés qui exercent une pisciculture pratique et rentable. Il urge donc d'agir pour le développement de l'aquaculture sous toutes ses formes face aux problèmes climatiques qui conduisent à l'aménagement des ressources en eau, dira Hassan Dalmeda du Bureau d'analyse et d'appui au secteur agricole B2A. Testé avec succès dans la commune d'Avrancourt et de Toribosito, le Bénin et le Japon ont échangé pour aboutir à la conception du PROVAC 2. Au cours de celle-ci, il est prévu d'étendre les actions du projet non seulement dans les départements du nord du Bénin, mais aussi dans d'autres pays tels que le Cameroun, le Togo, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo et le Gabon, afin que l'approche de vulgarisation fermier à fermier soit appropriée par les secteurs de ces pays ciblés dans la sous-région. Des présentations et des visites sont prévues dans le cadre de cet atelier et permettront aux participants de comprendre les différentes phases du projet, de même que les acquis. Ce journal se poursuit. Les participants du Bénin à la COP 23 qui s'est achevée le 17 novembre dernier à Bonn, en Allemagne bien sûr, se sont réunis ce mardi 5 décembre 2017 à Ouidah. Convoqués par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, ils ont procédé à la restitution des activités de la COP 23. Cet atelier a permis de définir un agenda de prise en compte des grandes conclusions de la participation du Bénin à cette COP sur le climat. Reportage signé de Antoinette Sabo. Du 6 au 17 novembre 2017, le Bénin, avec une délégation d'environ 130 personnes, a participé à la conférence des parties, la 23e édition, à Bonn, en Allemagne, au siège de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce mardi 5 décembre 2017, cette délégation s'est réunie à Ouidah pour procéder à la restitution des travaux de la COP 23. Globalement, je dirais que nous avons fait une meilleure participation à la COP, parce que nous étions organisés et les collègues se répartissaient dans les différents groupes et venaient nous faire le rapport. De retour à la COP, maintenant, il est important que nous puissions restituer les résultats de la COP pour permettre à nos collègues, aux Béninois qui n'ont pas pu participer, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est un premier point. Mais deuxième point aussi, c'est de pouvoir élaborer une feuille de route qui va délimiter les points critiques qui vont nous permettre de savoir à quel moment nous devons faire quelle action pour que la participation du Bénin à la COP 24, donc en 2018, soit encore améliorée par rapport à ce que nous avons fait cette année. Après la COP 22 au Maroc, considérée comme celle de l'action, la COP 23 devrait permettre de poursuivre les négociations pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le point focal sur le climat, Eloge Lima, présente ici quelques avancées de cette COP. La mise à disposition du fonds d'adaptation de 50 millions d'euros par la République fédérale d'Allemagne pour aider les PMA à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Au cours de la COP, les pays se sont entendus pour que le fonds d'adaptation puisse servir l'accord de Paris. On peut aussi, toujours dans les avancées, dans les acquis de la COP,
parler de l'adoption par la conférence d'un plan pour l'égalité des sexes. En matière d'atténuation, de financement et de transfert de technologies aux pays en développement et aux pays les moins avancés, que retenir? Le directeur général de l'environnement et du climat, professeur Martin Pépin Aïna, dresse le bilan des acquis obtenus. Au niveau de l'atténuation, on a eu les informations, les résultats scientifiques du GIEC. Ça nous a permis de voir que ces 3 dernières années, la hausse continue. Et donc pour ce faire, les pays en développement, les pays les moins avancés ont appelé l'attention des pays développés, des pays industriels, sur le fait qu'il faut qu'ils tiennent compte de leurs engagements en ce qui concerne l'atténuation. Pour ce qui concerne les finances climatiques, nous avons beaucoup insisté sur la transparence parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement les fonds qui ont été alloués donc, en ce qui concerne les engagements pris sur les 100 milliards. En ce qui concerne donc le transfert de technologies, nous avons fait le point pour remettre à l'échelle tout ce qui est pratique endogène, les documenter, donc les mettre à l'échelle scientifique et reconsidérer les données donc, de l'Afrique surtout à partir de la méthodologie pour que ce soit des données fiables et en même temps voir comment alimenter, mettre en place des ressources pour l'évaluation de besoins en technologie, donc pour les pays les plus vulnérables. Au terme de cet atelier de restitution, une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues de la COP23 a été définie et validée afin de permettre au Bénin, un pays vulnérable au changement climatique, de mener des actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le plan national et mieux organiser sa participation à la prochaine conférence des parties, la 24e édition qui se tiendra en Pologne. Ce 7 décembre 2017, l'actualité, c'est aussi la revue du secteur de l'énergie exercice 2017 organisée par le ministère de l'énergie ce mercredi à Cotonou. Le thème retenu dans ce cadre, état du secteur de l'énergie au Bénin, bilan et réforme, objectif global, faire le point de la mise en œuvre des recommandations des revues antérieures. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou. Il a profité donc de l'occasion pour présenter quelques actions du gouvernement visant à rendre l'énergie accessible au grand nombre des Béninois et à moindre coût. Compte rendu. C'est dans un contexte de réformes institutionnelles et structurelles, mais aussi d'investissements financiers considérables dans le secteur de l'électricité que s'est tenue ce 6 décembre 2017 la revue sectorielle de l'énergie exercice 2016. Son thème, état du secteur de l'énergie au Bénin, bilan et réforme. Cette revue a pour objectif d'examiner le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue gestion 2015, de faire la synthèse des acquis et d'élucider les difficultés rencontrées en vue de formuler les nouvelles recommandations. Il s'agit ainsi d'un instrument d'assistance à la prise de décision pour un développement crédible du secteur de l'énergie. Les partenaires financiers et techniques PTF ont salué les efforts louables du gouvernement qui ont permis de conjuguer au passé le délestage sauvage vécu par les populations récemment en augmentant la capacité de production nationale d'énergie électrique. Cependant, les PTF ont déploré la non mise en œuvre de certaines recommandations importantes de l'année 2015. Même si des efforts substantiels ont été fournis par le gouvernement. Ainsi, l'opérationnalisation de l'autorité de régulation de l'électricité tarde à devenir une réalité. Par ailleurs, le processus d'actualisation du Code bénino-togolais de l'électricité et du Code béninois de l'électricité traîne à démarrer. Sur ce dernier point, le ministre de l'Énergie n'a pas accordé son violon avec les partenaires financiers et techniques. Je suis un peu moins d'accord avec le coordonnateur par rapport à la révision du Code bénino-togolais qui, pour moi, est dans la bonne voie, puisqu'elle a été maintenant introduite au niveau du Parlement. Il a été introduit au niveau du Parlement, qui va donc passer à la ratification. Jean-Claude Oussou a par ailleurs saisi l'opportunité pour citer quelques actions du gouvernement pour le développement du secteur énergétique. Nous avons travaillé à la mobilisation très rapide
de 150 MW en location pour faire face au court terme, la réhabilitation des centrales électriques Varsila de la SBE, dont 20 MW sont déjà opérationnels aujourd'hui. Nous avons lancé il y a 2 mois la construction de la première centrale thermique dual fuel du Bénin de 120 MW. C'est historique dans notre pays. Près de 100 MW de photovoltaïque sont prévus aujourd'hui avec différentes composantes. Je peux citer rapidement les 45 MW du deuxième compact MCA, les 25 de l'agence appuyée par l'Agence française de développement et une trentaine qui constituent la somme de plusieurs producteurs indépendants. Nous avons la construction de la ligne HTA Kandi-Banikwara, le renforcement et l'extension des réseaux électriques des différentes localités urbaines. Les participants ont aussi été invités à réfléchir sur la gestion du secteur de l'énergie. La situation financière des entreprises du secteur et les besoins en financement, notamment comment faire pour que le secteur privé puisse prendre toute sa place en vue donc de dégager les orientations stratégiques nécessaires pour une amélioration durable. Pour le gouvernement béninois, l'électricité doit être accessible à tous à moindre coût, mais en respectant l'environnement, a martelé le ministre de l'Énergie. L'édition 2017 de la Journée mondiale des volontaires a été célébrée ce mardi à l'amphi Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi. L'événement s'est déroulé en présence du recteur Brice Saint-Saint. Reportage. Les volontaires étaient à l'honneur ce 5 décembre à l'amphi Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi dans le cadre de la Journée internationale des volontaires. Cette journée, instituée par la résolution 240-12 du 17 décembre 1985 lors de la 40e session de l'Assemblée générale des Nations unies, est commémorée chaque année. La commémoration de cette journée marque toute l'importance que les pouvoirs publics, les organismes internationaux et la société civile accordent au volontariat dans le monde. C'est aussi un moment privilégié de placer le volontariat au centre de l'opinion publique et des débats officiels. En effet, cette journée constitue une tribune de sensibilisation et de reconnaissance du volontariat à l'échelle mondiale. Elle représente pour les volontaires et les organisations de volontariat national, régional et mondial une occasion unique de célébrer leurs efforts et succès, de partager leurs valeurs et expériences et de promouvoir leurs activités au sein des communautés locales et auprès des organisations non gouvernementales, des agences des Nations Unies, des autorités gouvernementales et du secteur privé. Le thème de cette année est « Les volontaires, premiers présents face aux crises, compte tenu de l'instabilité et des crises qui caractérisent le monde ces derniers temps ». Le volontariat constitue aujourd'hui un moyen efficace pour engager les gens à s'attaquer aux défis de développement et pour soutenir les efforts d'assistance humanitaire. Le recteur Brice Saint-Saint, prenant la parole à cette occasion, a rappelé le contexte et l'historique de la mise en place des volontaires de l'UAC. Il se réjouit aujourd'hui des résultats atteints dans ce cadre. C'est ainsi qu'on s'est dit, démarrons d'abord par là. Est-ce que nous savons déjà nous mettre au service de l'autre? Pouvons-nous réussir à convaincre des diplômés qu'avant de commencer à écrire « j'ai l'honneur pour demander tel ou tel boulot », est-ce qu'on peut leur apprendre à se reformater? La question au niveau de notre équipe rectorale a été tout de suite oui. Pour la commémoration de l'édition 2017 de la Journée internationale des volontaires, plusieurs manifestations sont prévues avec des expositions des volontaires. Avant de mettre un thème à ce journal, il faut dire que l'ambassadeur du Japon près le Bénin a tenu ce mardi 5 décembre 2017 une conférence de presse au siège de l'ambassade à Cotonou. Kyofune Konishi a fait donc le point des activités menées dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Japon et le Bénin durant l'année qui s'achève. Des actions qui contribuent en général à l'amélioration des conditions de vie des Béninois et portent sur la diversification et l'industrialisation de l'agriculture. Selon ses propos, ces œuvres ont également visé l'amélioration du système sanitaire et la promotion de la stabilité sociale au Bénin. On va l'écouter.
Nous avons contribué à la réalisation de plus de 1400 salles de classe construites, avec les forages et les châteaux d'eau que notre pays a construit. Plus de 500 000 Béninois dans les régions rurales peuvent désormais accéder à l'hôpital. Je peux citer aussi comme exemple le renforcement du service de l'hôpital au Mende et la construction de marchés de poissons à Cotonou, etc. Par ailleurs, comme vous le savez bien, le gouvernement de Bénin a lancé le programme d'action du gouvernement PAG en décembre 2016. Nous avons besoin d'harmoniser ces deux stratégies pour concrétiser un nouveau projet de coopération dans le futur. C'est pourquoi, depuis mars à septembre, les deux gouvernements ont élaboré la même stratégie que pendant les 5 ans à venir, c'est-à-dire, premièrement, l'amélioration de l'infrastructure et deuxièmement, la promotion des industries. Et troisièmement, l'amélioration des conditions de vie de la population. Ces axes sont encore à l'examen au niveau de Tokyo, mais ce sera rendu public au début de l'année prochaine. Voilà, c'est la fin donc de ce journal sur Eden Télévision. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.